La portière de la Rolls-Royce Phantom noire a claqué. Le bruit a retenti comme un coup de feu, déchirant le vacarme de Michigan Avenue. Damon Corsetti en est sorti. Il avait cette démarche que seuls possèdent les hommes habitués à voir le monde plié devant eux. Le costume Tom Ford noir. La montre Patek Philippe qui valait plus que la plupart des maisons. Les yeux gris et froids qui avaient vu des hommes supplier pour leur vie sans jamais scier. Tout en lui respirait le pouvoir. Tout en lui exigeait un respect immédiat. Dans la pègre, on l'appelait le roi silencieux, car ses ennemis disparaissaient sans laisser de traces, et il n'avait jamais besoin d'élever la voix. Mais à cet instant, alors que ses chaussures en cuir italien touchaient le bitume brûlant, quelque chose en lui s'était brisé, et aucune somme d'argent, aucun pouvoir ne pourrait jamais le réparer. Monsieur Corsetti, la réunion avec les Capos est dans 30 minutes. Tommy, son bras droit, se dépêchait derrière lui, un téléphone collé à l'oreille. Nous devons confirmer la division du territoire avant de... Annule tout, ordonna Damien sans même le regarder. Ses yeux étaient fixés sur quelque chose que le reste du monde semblait ignorer. Patron, cette réunion a pris des mois à organiser. On parle de 50 millions de dollars et du contrôle de tout le sud de la ville. J'ai dit, annule tout, répéta Damien. Et il y avait quelque chose dans sa voix qui fit instinctivement reculer Tommy. Ce n'était pas de la colère. C'était bien pire. C'était le son d'un homme qui voyait un fantôme de son passé. À environ 30 mètres de là, une femme était assise sur le sol poussiéreux. Son dos était appuyé contre le mur d'une banque Chase qui ne la laisserait même pas entrer. Elle jouait d'une guitare qui semblait avoir survécu à plus de batailles qu'elle. Ses cheveux bruns foncés étaient emmêlés et sales, mais il portait encore les traces de la beauté dont Damon se souvenait, d'une autre vie. Les mains qui jouaient autrefois du Chopin à Juilliard, qui avaient obtenu une bourse complète et un avenir plus brillant que l'horizon de Chicago, saignaient maintenant légèrement. Elles étaient blessées par les cordes métalliques d'un instrument bon marché. Et sa voix, cette voix chantant une chanson qu'ils connaissaient par cœur. La berceuse que leur mère leur avait apprise, quand le monde était plus simple et que les promesses avaient encore un sens, à côté d'elle était assise une petite fille d'à peine 6 ans. Elle serrait un ours en peluche déchiré et tenait un gobelet en plastique pour la monnaie. Elle souriait à chaque pièce comme si c'était un miracle. « Ce n'est pas possible, » murmura Damian. Il sentait le sol se dérober sous ses pieds. « Ça ne peut pas être elle. » Si vous voulez savoir quel secret a détruit cette famille, et ce que le roi de la mafia fera quand il découvrira que son pire ennemi a tout pris à sa sœur, mettez un j'aime tout de suite. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui en a besoin. Et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Maintenant, revenons au moment où le monde de Damon s'est effondré. Damon s'avança vers elle comme un somnambule. Chaque pas était lourd, comme si ses chaussures étaient remplies de plomb. La foule sur Michigan Avenue s'écarta automatiquement. Les gens voyaient avancer une ligne d'hommes en costume noir, au visage froid comme la glace. Personne n'avait besoin de savoir qui ils étaient. L'instinct de survie suffisait à se dire « Ce ne sont pas des hommes à qui il faut barrer la route ». Tommy et 2 gardes du corps suivaient derrière. Leurs mains étaient déjà à l'intérieur de leurs vestes. Leurs yeux balayaient les environs, à la recherche de menaces. Mais la plus grande menace ne venait pas d'un ennemi ou d'un gang rival. Elle venait de la femme décharnée assise sur le trottoir sale. La femme que Damien avait juré de protéger de sa vie 12 ans plus tôt. Quand son ombre coupa la lumière du soleil sur son visage, Eleanor arrêta de chanter. Ses yeux bruns s'ouvrirent lentement. Et à cet instant, le temps sembla se figer. Pas de bruit de circulation, pas de bruit de pas. Rien, sauf un frère et une sœur se regardant à travers l'abîme de 12 années de séparation. Damon vit sa mère dans ses yeux. Il vit une enfance de pauvreté, mais qui débordait de rire. Il vit chaque promesse qu'il avait trahie. Eleanor, sa voix sortit comme le murmure d'un mourant, tremblante, brisée, dépouillée de l'autorité du chef mafieux qui faisait trembler toute Chicago. Ma sœur. Eleanor le regarda, et ce que Damon vit dans ses yeux n'était pas la joie de retrouver sa famille après tant d'années. C'était de la glace. C'était de la haine. C'était une douleur qui s'était cristallisée en quelque chose de plus dur que le diamant. « Vous vous trompez de personne, » répondit Eleanor, sa voix aussi froide qu'un hiver à Chicago. « Je n'ai pas de frère. »« Maman, c'est qui ce monsieur ?» Ruby leva les yeux et demanda. «
Ses grands yeux ronds étudiaient le grand homme devant elle avec la pure curiosité d'une enfant. Comment il connaît ton nom? Juste un étranger, ma chérie. Eleanor serra sa file contre elle. Et comme pour la protéger d'un animal sauvage. Personne d'important. Autour d'eux, les gens avaient commencé à s'arrêter. Des téléphones se levèrent dans les airs, les flashs crépitants. Dans cette ville où les drames de rue étaient plus recherchés qu'un spectacle de Broadway, personne ne voulait manquer une confrontation entre un homme puissant et une femme sans abri. Tommy reconnut instantanément le danger et tenta de repousser la foule. Mais les smartphones étaient plus rapides que les sbires de la mafia. Eleanor, s'il te plaît, dit Damien, et c'était la première fois depuis des années que le mot « s'il te plaît » sortait de sa bouche avec une réelle sincérité. Laisse-moi t'expliquer. Expliquer. Eleanor rit, mais c'était le son le plus triste que Damien ait jamais entendu de sa vie. Expliquer quoi? Expliquer pourquoi tu as disparu au milieu de la nuit quand je n'avais que 15 ans. Pas un au revoir, pas un mot, pas un appel. Machel se leva, et en Heidelfion, même avec les cheveux sales et le visage creusé, il y avait encore de la fierté dans la façon dont elle leva le menton pour faire face à son frère. Où veux-tu expliquer pourquoi? Quand maman était sur son lit de malade, crachant du sang et appelant ton nom dans son délire, ta secrétaire a raccroché en disant « Monsieur Corsetti ne prend pas les appels d'inconnus. » Damien sentit comme si on lui avait enfoncé quelque chose en pleine poitrine. « Quoi? » »« Je ne savais pas. Tu crois que je ne savais pas? » Eleanor s'approcha. Maintenant, il pouvait voir les cicatrices sur ses poignets, les veines bleues sous une peau devenue pâle par la faim, les lèvres gercées, fendues par le vent froid. J'ai appelé 17 fois, Damien. 17 fois pendant les 3 semaines où maman se mourait. Et à chaque fois, on m'a renvoyé comme une mendiante qui dérange un homme occupé. Je ne... Damien essaya de parler, mais sa gorge se noua. Maman est morte sans voir son fils, Eleanor continua, sa voix tremblante mais pas faible. Elle tremblait d'une rage trop longtemps contenue et enfin libérée. Sais-tu quelles ont été ses dernières paroles? Trouve-le, mon enfant. Dis-lui que maman lui pardonne. Maman t'a pardonné, Damien. Jusqu'à son dernier souffle, elle a pardonné au fils qui l'a abandonné. Des larmes avaient commencé à couler sur les joues d'Eleanor, mais elle ne prit pas la peine de les essuyer. Ruby se tenait à côté d'elle, serrant un ours en peluche déchiré. Elle ne comprenait pas ce qui se passait, mais elle savait que sa mère souffrait. La foule restait silencieuse, les téléphones enregistrant toujours, mais personne n'osait respirer trop fort. Tommy se tenait à quelques mètres. Son visage était blême. C'était la première fois qu'il voyait son patron abattu sans arme à feu ni couteau. « Ma sœur » murmura Damien, et sa voix n'était plus celle du roi silencieux. Juste la voix d'un homme qui voyait son monde s'effondrer. « Je suis désolé. Je ne savais pas. Désolé. » Eleanor essuya ses larmes du dos de sa main sale, laissant une traînée sombre sur sa joue. « Tu crois que désolé peut changer quelque chose? Est-ce que ça peut ramener maman? Est-ce que ça peut effacer 12 ans où j'ai tout affronté seul? » Elle secoua la tête et sourit amèrement. « Mais ce n'est toujours pas la pire chose qui me soit arrivée à cause de toi. » « La pire chose, » répéta Damien. La voix rauque. Eleanor baissa les yeux sur Ruby, debout à côté d'elle. Ses yeux s'adoucirent d'un bref instant en regardant sa fille, puis se durcirent à nouveau dès qu'elle se tourna vers son frère. « Ma chérie, peux-tu te boucher les oreilles pour maman? Maman doit avoir une conversation d'adulte avec ce monsieur. » Ruby leva docilement les 2 mains pour se couvrir les oreilles. Mais ses grands yeux ronds fixaient toujours Damien avec la curiosité sans filtre d'une enfant. Eleanor prit une profonde inspiration, comme si elle se préparait pour une bataille finale. Après la mort de maman, Frank a eu une attaque. Il est resté cloué au lit et il n'y avait personne pour s'occuper de lui. J'avais 18 ans, face aux factures des hôpitaux, au loyer, à la nourriture, toute seule. J'ai perdu ma bourse de Juilliard parce que je ne pouvais pas me concentrer. Je ne pouvais pas aller en cours quand je devais courir entre l'hôpital et 3 petits boulots. Elle eut un rire amer. « J'avais un avenir, Damien. J'avais des rêves. Et tout s'est effondré parce que tu n'étais pas là. » Damien voulait dire quelque chose. Il voulait expliquer, s'excuser encore une fois, mais sa gorge semblait se serrer. Puis il est apparu. Eleanor continua et quelque chose changea dans sa voix. Un tremblement que Damien reconnut non pas comme de la colère, mais comme de la peur.
Un homme élégant, généreux, disant qu'il voulait m'aider. Il disait qu'il m'avait entendu jouer du piano et qu'il voulait me parrainer pour que je puisse retourner à l'école. J'étais si désespéré. Je l'ai cru. Damon sentit le sang dans son corps commencer à bouillir. L'instinct d'un homme qui avait vécu trop longtemps dans l'ombre l'avertit que ce qu'il allait entendre serait insupportable. Qui était-il? Demanda Damon, les dents serrées. Eleanor le regarda droit dans les yeux et dans ce regard vivait 12 ans de haine. Vincent Marchetti. Le nom résonna comme un coup de feu dans le cœur de Damian. Vincent Marchetti, son ennemi juré dans la pègre de Chicago. Le chef mafieux qui contrôlait le sud de la ville. L'homme qui avait essayé de le tuer plus de fois que Damien ne pouvait compter. L'homme que Damien avait juré de détruire à tout prix. Et c'est seulement maintenant qu'il apprenait que cet homme avait touché sa sœur. « Tu le connais? » demanda Eleanor, mais elle voyait déjà la réponse dans les yeux gris de Damien. Des yeux maintenant illuminés par le feu de l'enfer. « Qu'est-ce qu'il t'a fait? » rugit Damien, et sa voix n'était plus celle d'un homme. C'était le grognement d'un animal. « Tout ce qu'il voulait, » répondit Eleanor, la voix vide, comme si elle racontait l'histoire de quelqu'un d'autre. Il a promis. Il a amadoué. Et quand je lui ai fait entièrement confiance, il a tout pris. Et quand j'ai découvert que j'étais enceinte, tu sais ce qu'il a dit? Elle rit. Un son qui était presque un sanglot. Il m'a dit que je devrais être reconnaissante qu'il ne m'ait pas tuée. Il a dit que j'étais juste un message pour mon frère. Qu'un jour, quand Damon Corsetti verrait ce que sa sœur était devenue, il saurait ce que ça faisait de tout perdre. Puis il m'a jeté comme un déchet. Damien ne pouvait plus respirer. Le monde autour de lui devint flou. Il ne restait que le visage de sa sœur et les mots qu'elle venait de prononcer. Ruby, l'enfant debout à côté d'elle, les mains toujours sur les oreilles. La nièce dont il venait d'apprendre l'existence était la fille de son ennemi le plus impitoyable. Le résultat vivant du crime que Vincent Marchetti avait commis contre sa sœur. Pour le punir. « Je vais le tuer, » dit Damien, sa voix froide comme la glace. Mais chaque mot brûlait de haine. « Je vais le dépecer, morceau par morceau. » Eleanor recula d'un pas, entraînant Ruby avec elle. « Tu crois que j'ai besoin de quelque chose de toi? Ton argent sale, ta protection, alors que c'est à cause de toi que je suis tombé entre ses mains. Non, Damon Corsetti, je n'ai besoin de rien de toi. J'ai survécu les 6 dernières années sans toi, et je continuerai à survivre. » Elle se pencha, ramassa la vieille guitare et prit la main de Ruby. « Viens, ma chérie. » La foule s'écarta tandis que la mère et la fille s'éloignaient. Damon resta là comme une statue, incapable de bouger, incapable de parler. Tommy s'approcha. « Patron, la vidéo se propage déjà. Les gens vous reconnaissent. Nous devons partir maintenant. » Mais Damon n'entendit rien. Il regardait seulement la silhouette mince de sa sœur et de la petite fille à ses côtés disparaître dans la foule. Et il sut qu'à partir de ce moment, Eleanor et Ruby n'étaient plus seulement confrontées à la faim et au désespoir. Elles se trouvaient dans la ligne de mire d'une guerre qu'il avait lui-même déclenchée. Au même moment, dans le sud de la ville, à l'intérieur de la boîte de nuit Black Orchid, au cœur d'un territoire où la police de Chicago n'osait pas mettre les pieds, Vincent Marchetti était assis dans un fauteuil en velours rouge sang. Autour de lui, la musique battait son plein et des filles à peine vêtues dansaient. Mais ses yeux, noirs comme du goudron, étaient rivés sur l'écran de son téléphone. La vidéo se propageait à une vitesse vertigineuse sur les réseaux sociaux. Le chef mafieux le plus mystérieux de Chicago, humilié en pleine rue par une femme sans abri. Des millions de vues en quelques heures. Mais Vincent se moquait de l'humiliation de son ennemi. Son regard restait fixé sur la femme de la vidéo, sur les cheveux bruns en désordre, sur les yeux bruns remplis de haine, et surtout, sur la petite fille debout à côté d'elle. L'enfant semblait avoir environ 6 ans. Il y a exactement 6 ans, il avait jeté Eleanor Corsetti comme un jouet dont il s'était lassé. Il se souvenait de ses sanglots quand elle lui avait dit qu'elle était enceinte. Il se souvenait de lui avoir ri au nez et de lui avoir dit de s'en occuper avant de disparaître de sa vue. Après cela, Eleanor avait disparu sans laisser de traces, et Vincent avait supposé qu'elle avait avorté ou que le bébé était mort. Il n'aurait jamais imaginé la revoir, et il n'aurait jamais imaginé que l'enfant était encore en vie. Vincent zooma sur le visage de Ruby, étudiant ses grands yeux, ses cheveux noirs, sa peau. L'enfant pouvait être la sienne, mais cela n'avait pas d'importance. Ce qui importait,
c'est qu'il tenait maintenant l'arme parfaite pour détruire Damien Corsetti. La sœur et la nièce du roi silencieux erraient dans les rues sans personne pour les protéger. Facile comme ramasser une feuille morte. « Trouve-moi cette fille », ordonna Vincent au sous-fifre qui se tenait derrière lui. Sa voix était froide comme un serpent venimeux. « Et souviens-toi, ne l'abîme pas. J'ai des projets pour elle. » Le lendemain matin, lorsque les premiers rayons de soleil se glissèrent entre les gratte-ciels de Chicago, Eleanor conduisit Ruby à travers la ruelle sombre derrière l'église de la Mission du Jardin du Pacifique vers la file pour la nourriture gratuite. Elle n'avait pas dormi de la nuit. Le visage de Damon la hantait et une vieille douleur s'enfonçait plus profondément dans son cœur. Ruby avait faim, alors elle devait se lever tôt pour faire la queue avant que la nourriture ne soit épuisée. La ruelle était vide et sombre. L'odeur des ordures en décomposition était épaisse dans l'air. « Maman, j'ai peur. » Ruby serra la main de sa mère, ses yeux anxieux balayant les alentours. « C'est bon, ma chérie. On y est presque. » Eleanor la calma. Mais l'instinct d'une mère qui avait survécu 6 ans dans la rue sonnait l'alarme. Quelque chose n'allait pas. Elle poussa Ruby derrière elle juste au moment où 2 silhouettes sombres sortirent de l'ombre et leur barrèrent le chemin. Et 2 grands hommes au visage balafré, des couteaux à cran d'arrêt brillants dans leurs mains. Eleanor Corsetti, c'est ça. L'un d'eux sourit, montrant des dents jaunes. « Quelqu'un veut te voir. Viens avec nous et ne fais pas de difficultés. » Ruby cria et s'agrippa à la jambe de sa mère. Eleanor se planta devant sa fille. Ses yeux étaient fermes, même si son cœur battait la chamade dans sa poitrine. 6 ans dans la rue lui avaient appris que la peur était un luxe que les gens comme elle ne pouvaient pas se permettre. « Cours !» cria-t-elle en poussant Ruby en arrière. « Ruby, cours !» Le premier homme se jeta sur elle, sa main brandissant la lame. Eleanor se décala et lui enfonça le poing dans le visage de toutes ses forces. Une douleur fulgurante la traversa lorsque l'os rencontra l'os. Mais le deuxième homme l'avait déjà attrapé par les cheveux, lui tirant la tête en arrière. Ruby se mit à hurler. Puis, juste à ce moment-là, des pneus crissèrent et un SUV noir déboula dans la ruelle. 2 hommes en costume en sortirent. Et avant qu'Eleanor ne puisse comprendre ce qui se passait, les 2 voyous étaient à terre. L'un avec un bras cassé, l'autre inconscient, le visage couvert de sang. Tommy Ritchie s'approcha, son expression froide comme la glace. Mais une lueur d'inquiétude traversa ses yeux en regardant Eleanor et Ruby. « Vous allez bien? » Eleanor serra Ruby fort contre elle alors que la petite fille sanglotait, tout son corps tremblant de peur et de rage. « Vous me suiviez? » Tommy ne répondit pas. Il lui tendit seulement un téléphone. « Mon patron veut vous parler. » Eleanor voulait jeter le téléphone, mais quand elle baissa les yeux sur sa fille qui pleurait dans ses bras, elle sut qu'elle n'avait plus le choix. Elle porta le téléphone à son oreille. La voix de Damon résonna à l'autre bout, basse et grave. « Moi, tu peux me détester autant que tu veux, mais en ce moment, je suis la seule chose qui se dresse entre Ruby et l'homme qui a ruiné ta vie. » Eleanor raccrocha et resta tremblante dans la ruelle, Ruby sanglotant toujours dans ses bras. Tommy et les 2 gardes du corps attendaient en silence, sans la presser. « Je n'ai pas besoin de lui, » dit Eleanor, sa voix dure comme l'acier. Pourtant, ses bras se resserrèrent autour de sa fille. Les 2 voyous inconscients sur le sol lui rappelaient que l'entêtement pouvait lui coûter la seule chose qui lui restait dans cette vie. Pourtant, elle refusa de monter dans la voiture. Pourtant, elle entraîna Ruby et s'éloigna d'un pas mal assuré. Cette nuit-là, au refuge de la Mission du Jardin du Pacifique, Eleanor était allongée sur un lit superposé étroit, Ruby blottie contre elle. Autour d'eux, des ronflements, des toux et les pleurs silencieux d'autres hommes perdus. L'odeur de sueur et de désinfectant bon marché se mélangeait en une odeur qu'Eleanor ne connaissait que trop bien depuis 6 ans. Vers 2 heures du matin, Ruby commença à siffler en respirant. Eleanor se redressa d'un coup, l'instinct d'une mère aiguisée par d'innombrables nuits comme celle-ci. Elle souleva sa fille pour l'asseoir, la laissant s'appuyer contre sa poitrine pour qu'elle puisse respirer un peu plus facilement. « Maman, » Ruby halta, ses yeux pleins de peur dans le noir. « Je n'arrive pas à respirer. »« Chut! Maman est là. Respire lentement, ma chérie, » murmura Eleanor, forçant sa voix à rester calme, même si son cœur battait la chamade. Elle savait que Ruby avait besoin de son inhalateur pour l'asthme, mais le dernier était vide depuis la semaine précédente.
et elle n'avait pas l'argent pour en acheter un autre. Un inhalateur d'albutérol coûtait près de 50 $, soit l'équivalent d'une semaine entière de ce qu'elle gagnait en chantant dans la rue. La respiration de Ruby devint plus lourde. Chaque souffle était une bataille. Eleanor la tint toute la nuit, chantant la berceuse que leur mère avait l'habitude de chanter, des larmes glissant silencieusement dans l'obscurité. Elle se souvint de la voix de Maggie dans ses derniers jours, quand la maladie lui avait volé presque toutes ses forces. Pourtant, elle essayait encore de parler à sa fille. « Ellie, ma fille. Parfois, accepter de l'aide n'est pas une faiblesse, c'est du courage. Du courage pour les gens que tu aimes. » Lorsque les premières lueurs de l'aube filtrèrent à travers la fenêtre salle du refuge, Ruby s'était enfin endormie dans les bras de sa mère. Sa respiration était encore lourde, mais moins dangereuse que pendant la nuit. Eleanor regarda le petit visage de sa fille, vit la crasse sur ses joues, les piqûres de moustiques sur ses bras maigres, et elle sut qu'elle ne pouvait pas continuer à vivre comme ça. Sa fierté n'avait pas plus d'importance que la vie de Ruby. Elle sortit le téléphone que Tommy avait glissé dans la poche de son manteau avant qu'elle ne parte la veille, et elle composa le seul numéro enregistré dedans. Damon décrocha à la première sonnerie, comme s'il était resté éveillé toute la nuit à attendre. « Je te laisserai protéger Ruby », dit Eleanor, sa voix plate et épuisée. « Mais ça ne veut pas dire que je te pardonne. Ça ne veut pas dire que je te fais confiance. C'est seulement pour elle, je comprends. » La voix de Damon était basse et stable. « Tommy viendra vous chercher, toi et Ruby, dans 30 minutes. » Une heure plus qu'autre, Eleanor se tenait devant la porte du penthouse au dernier étage de l'un des immeubles les plus luxueux de Chicago. Ruby serrait sa main et son ours en peluche déchiré. La porte s'ouvrit et la bouche de Ruby tomba. Le penthouse ressemblait à un palais aux yeux d'une enfant de 6 ans qui n'avait jamais vécu dans une pièce avec une porte qui pouvait se fermer. Ruby lâcha la main de sa mère et courut à l'intérieur, tournant sur elle-même dans le salon, les yeux brillants. « Maman, c'est si grand ici. Il y a des fenêtres, il y a un canapé, il y a une télé immense. » Damon se tenait près de la fenêtre, ses yeux gris suivant sa nièce avec une expression qu'Eleanor ne pouvait pas déchiffrer. Il avait troqué son costume coûteux contre une chemise noire et un pantalon sur mesure, un peu moins intimidant, mais il dégageait toujours une sorte de pouvoir qui rendait l'air de la pièce plus épais. « Il y a une chambre juste pour Ruby, » dit Damon, sa voix toujours froide, mais son regard s'adoucit en regardant l'enfant courir dans l'aile est. Eleanor voulait refuser. Elle voulait dire qu'elle n'avait pas besoin d'une chambre privée, qu'elle n'avait pas besoin de ce genre de luxe. Mais Ruby avait déjà couru vers la porte de la chambre et poussé un cri de joie. « Maman, il y a un lit de princesse. Il y a des poupées. Il y a même un château de jouets. » Eleanor regarda dans la chambre que Damon avait préparée et vit un lit rose en forme de château. Des poupées soigneusement alignées sur une étagère. Des boîtes de jouets encore scellées. Tout ce dont Ruby n'avait même jamais osé rêver. « Quand as-tu fait tout ça? » demanda Eleanor, sa voix teintée de confusion. « La nuit dernière, » répondit Damon, court et simple. Ruby parlait maintenant à une poupée, sa petite voix vive et pétillante, comme si 6 ans dans la rue n'avaient jamais existé. Puis elle leva les yeux vers Damien, inclinant la tête avec l'honnêteté curieuse d'une enfant. « Monsieur, pourquoi vous ne souriez pas? » « Maman dit que les gens qui ne sourient pas sont tristes. »« Vous êtes triste? Vous avez l'air vraiment effrayant. Est-ce que je peux vous appeler oncle effrayant? » Eleanor faillit s'étouffer. Oh, elle s'attendait à ce que Damon se fâche, devienne froid et s'en aille comme les chefs mafieux dans les films. Mais ce qui se passa ensuite la stupéfia. Damon Corsetti, le roi silencieux, l'homme qui faisait trembler tout Chicago, rit. Pas un rire forcé, pas le sourire glacial d'un homme de pouvoir. Un vrai rire venant du fond de sa poitrine, illuminant ses yeux gris et lissant les rides de son front. « Oncle effrayant », répéta-t-il, riant toujours. « D'accord, ça me va. » Eleanor resta là, observant ce moment, et quelque chose dans sa poitrine se détendit. Pour la première fois depuis des années, le roi silencieux avait ri, et Eleanor ne savait pas si elle devait se sentir soulagée ou effrayée. La première nuit dans le penthouse, Eleanor ne put dormir. Elle était allongée sur le lit le plus doux qu'elle ait jamais touché de sa vie, dans une chambre spacieuse avec des draps de soie et des rideaux épais qui bloquaient la lueur de la ville. Pourtant, le caractère inhabituel de tout cela lui donnait l'impression de ne pas pouvoir respirer.
Ruby dormait profondément à côté d'elle, sa respiration régulière grâce au nouvel inhalateur que Tommy avait acheté l'après-midi même. Eleanor sortit du lit, prudemment et silencieusement, et entra dans le couloir sombre. Le penthouse était silencieux comme un château abandonné, éclairé seulement par les lumières de la ville filtrant à travers d'immenses parois de verre. Elle se dirigea vers le balcon, ayant besoin d'air, besoin d'échapper à la sensation d'être enfermée dans une cage dorée. Mais quand la porte du balcon s'ouvrit, elle vit que Damien était déjà là. Il était appuyé contre la balustrade avec un verre de whisky à la main, les yeux gris fixés sur l'horizon scintillant de Chicago. Pas de costume, pas de masque froid et autoritaire, juste un homme insomniaque éveillé au cœur de la nuit. Eleanor avait l'intention de faire demi-tour, mais Damon parla sans se retourner. « Si tu n'arrives pas à dormir non plus. » Elle resta immobile un instant, puis s'avança sur le balcon en gardant ses distances. « Le lit est trop mou, » répondit-elle sèchement. « 6 ans sur le trottoir te font oublier ce que c'est. » Le silence s'étira entre eux, rompu seulement par le vent et le bruit lointain d'une ville qui ne dort jamais. Eleanor regardait les gratte-ciels, les lumières clignotantes, et pensait aux nuits où elle s'était recroquevillée dans une ruelle, et, levant les yeux vers ses fenêtres lumineuses, se demandant à quoi ressemblaient les vies à l'intérieur. Maintenant, elle se tenait au sommet de la ville et se sentait toujours vide. « Pourquoi es-tu parti ?» demanda soudain Eleanor, sans le regarder. « Pendant 12 ans, je me suis posé cette question tous les jours. Pourquoi as-tu abandonné maman? M'as-tu abandonné? As-tu abandonné Frank? Disparu comme si tu n'avais jamais existé? » Damon ne répondit pas tout de suite. Il porta le whisky à sa bouche et but une longue gorgée, comme s'il cherchait du courage dans la brûlure de l'alcool. « Parce que j'ai découvert que toute ma vie était un mensonge, dit-il, sa voix basse et lointaine. Quand j'avais 25 ans, un soir, Frank s'est saoulé. Il ne buvait pas beaucoup d'habitude, mais ce soir-là, c'était l'anniversaire de la mort de maman. Et il a bu jusqu'à ne plus pouvoir contrôler ses paroles. Et il m'a dit, « Il t'a dit quoi? » Eleanor se tourna vers lui, la suspicion aiguisant son regard. Que pendant des années, il avait fait chanter un homme, un politicien riche et puissant. Damien posa le verre sur la balustrade, ses 2 mains agrippant fermement le fer. Je ne l'ai pas cru, alors j'ai enquêté et j'ai découvert qui était cet homme. Eleanor sentit quelque chose de glacial lui parcourir l'échine. « Qui? » « Le sénateur Richard Hartwell, » répondit Damon comme s'il nommait un étranger. « Mon père biologique. » Eleanor se figea. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais aucun son ne sortit. Damon continua, les yeux toujours fixés sur la ville. « Maman l'a aimé un jour. Ils se sont rencontrés quand elle chantait encore dans les bars de jazz. Il lui a tout promis. Et puis, quand il a appris qu'elle était enceinte, sa famille l'a forcée à la quitter. Ils ont offert de l'argent pour son silence et maman a refusé. Elle a choisi de me garder et de vivre dans la pauvreté plutôt que de prendre l'argent d'un homme qui l'avait trahi. » Il marqua une pause et prit une lente inspiration. Frank connaissait la vérité. Et quand maman est morte, quand il a dû élever 2 enfants seuls avec un salaire misérable, il est allé voir Richard Hartwell et l'a fait chanter. Tout ce que nous avions en grandissant, les frais de scolarité, la nourriture, le loyer, tout venait de l'argent du chantage. Tout venait de l'homme qui avait abandonné maman. Eleanor ne savait pas comment réagir. Elle resta là, sentant le sol s'effondrer sous ses pieds pour la 2e fois de sa vie. « Et tu es parti à cause de ça? » demanda-t-elle, la voix tremblante. « Tu as découvert la vérité, alors tu es parti. Je ne savais plus qui j'étais. » Damien se tourna pour la regarder, et dans ses yeux gris, Eleanor vit une douleur qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « J'étais dégoûté de moi-même, dégoûté que toute ma vie soit construite sur de l'argent sale. Je me regardais dans le miroir et je voyais le fils d'un lâche et le beau-fils d'un maître chanteur. Je ne pouvais pas faire face à maman, je ne pouvais pas te faire face, je ne pouvais faire faute à personne, alors j'ai fui. »« Alors tu as fui, » dit Eleanor, sa voix devenant plus froide. « Tu as fui ta propre honte, et maman est morte seule, et j'ai dû tout affronter seule. À 15 ans, je ne savais pas où tu étais. Je ne savais même pas si tu étais en vie. J'ai attendu, j'ai espéré. Puis je me suis effondré. Et tout ça parce que tu ne pouvais pas affronter la vérité sur toi-même. »« Je sais, » répondit Damien, sa voix lourde comme une cloche d'église. « Et je ne me le pardonnerai jamais. » Le silence s'installa entre eux, épais et douloureux. Le vent nocturne de Chicago soufflait,
vif et froid, mais aucun d'eux ne bougea. Eleanor resta là, regardant le frère qu'elle avait haï pendant 12 ans, et elle réalisa quelque chose. Elle ne lui pardonnait pas. Ou peut-être qu'elle ne le ferait jamais. Pas complètement. Mais pour la première fois, elle comprit que l'homme qui se tenait à côté d'elle n'était pas un monstre. C'était juste un être humain qui s'était brisé et qui avait fait un choix impardonnable. Le lendemain matin, lorsque la lumière du soleil inonda les parois de verre du penthouse, Eleanor trouva Damien assis seul dans le salon. Ruby dormait encore profondément. Son petit corps était blotti dans le lit de princesse qu'elle aimait tant qu'elle ne voulait jamais le quitter. Eleanor s'arrêta un instant sur le seuil, observant son frère assis là avec une tasse de café froid à la main, les yeux fixés sur le vide. La conversation de la nuit dernière avait changé quelque chose entre eux. Pas le pardon, mais une porte entr'ouverte. « Veux-tu savoir ce qui s'est passé après ton départ? » demanda Eleanor, sa voix n'étant plus aussi tranchante qu'avant, mais toujours prudente, toujours distante. Damon leva les yeux et hocha la tête sans parler. Il posa le café, se préparant à ce qu'il savait être le plus douloureux. Eleanor entra et s'assit en face de lui, son regard dérivant vers la fenêtre, comme si elle regardait droit dans le passé. « Maman s'est effondrée après ta disparition. » Elle commença, sa voix plate, comme si elle racontait l'histoire de quelqu'un d'autre. Elle ne mangeait pas. Elle ne dormait pas. Elle restait assise près de la fenêtre, attendant que tu rentres à la maison. Sa maladie pulmonaire l'avait déjà affaiblie après ces années à chanter dans des clubs enfumés. Et maintenant, ça s'aggravait rapidement. J'avais 17 ans, j'allais à l'école et je travaillais 3 petits boulots juste pour acheter les médicaments de maman. Le matin, j'allais en cours. L'après-midi, je servais dans un café. Le soir, je faisais la plonge dans un restaurant. Puis je rentrais à la maison et je m'occupais de maman. Je dormais en moyenne 3 heures par nuit. Damon resta immobile, chaque mot d'Eleanor lui transperçant la poitrine comme un couteau. « Nous avons appelé ton bureau. » Léonore continua et sa voix se mit à trembler. « Frank a trouvé le numéro quelque part. J'ai appelé 17 fois en 3 semaines et à chaque fois, ta secrétaire m'a bloqué. Elle disait que M. Corsetti était occupé. M. Corsetti était en réunion. M. Corsetti ne prend pas les appels de personnes sans rendez-vous. J'ai supplié. J'ai pleuré. J'ai dit que maman se mourrait. Elle m'a raccroché au nez. Je ne savais pas, murmura Damon, la voix étranglée. Je te jure, je ne savais pas. Est-ce que ça change quelque chose? Eleanor se tourna vers lui, les yeux rouges et humides. Maman est quand même morte. Elle est morte quand j'avais 18 ans, seule à son chevet, parce que Frank était épuisé et devait rentrer dormir quelques heures. J'ai tenu la main de maman et je l'ai regardée prendre son dernier souffle. Elle marqua une pause, les larmes coulant déjà, mais elle ne prit pas la peine de les essuyer. Sais-tu quelles ont été les dernières paroles de maman? Damon secoua la tête, n'osant pas regarder sa sœur dans les yeux. Elle a dit, « Trouve-le, mon enfant. Dis-lui que maman lui pardonne. » La voix d'Eleanor se brisa. Jusqu'à la fin, alors qu'elle avait à peine la force de respirer. Elle pensait encore à toi. Elle pardonnait encore au fils qui l'avait abandonné. Et puis, il se passa quelque chose que personne dans ce penthouse n'avait jamais vu. Damien Corsetti, le roi silencieux, l'homme qui faisait trembler toute la pègre de Chicago, pleura. Ce n'était pas une larme silencieuse ou quelques gouttes retenues. C'était un sanglot qui jaillit du fond de sa poitrine. Le chagrin d'un homme qui avait trop longtemps contenu sa douleur et qui ne pouvait finalement plus la porter. Il baissa la tête, ses 2 mains couvrant son visage, ses épaules secouées par des vagues. « Maman, murmura-t-il à travers le son étouffé de ses larmes, « je suis désolé, je suis désolé. » Eleanor resta assise, ne sachant que faire. Elle avait imaginé ce moment pendant 12 ans, imaginé voir son frère s'effondrer, imaginé se venger avec la vérité. Mais en regardant Damien s'effondrer devant elle maintenant, elle ne se sentait pas satisfaite. Elle ne ressentait qu'une tristesse infinie. Personne ne remarqua que Ruby s'était réveillée et se tenait sur le seuil du salon. Ses grands yeux étaient fixés sur l'homme qui pleurait. Elle s'avança à petits pas, son ours en peluche déchiré serré contre sa poitrine, et s'arrêta devant Damien. « Oncle effrayant, ne pleure pas, » dit Ruby, sa voix claire d'enfant traversant la pièce. « Maman dit que pleurer, c'est pour laisser partir les choses tristes. »« Laisse-les partir, oncle. » Puis elle fit quelque chose que personne n'attendait. Ruby s'approcha et serra Damien dans ses bras.
Ses petits bras s'enroulèrent autour du cou du grand homme. Une étreinte maladroite mais sincère. L'étreinte d'une enfant qui ne connaissait rien à la haine ou au passé. Damon se figea une seconde, puis ses bras entourèrent lentement sa nièce, la serrant fort comme si elle était la seule bouée de sauvetage dans une mer déchaînée. Eleanor se tenait sur le seuil, des larmes coulant sur ses joues. Et à ce moment-là, mieux 3 personnes brisées commencèrent à retrouver le chemin l'une vers l'autre. 3 jours passèrent dans le penthouse, comme un rêve étrange pour Eleanor. Ruby s'adapta rapidement à sa nouvelle vie, courant partout dans l'appartement, parlant à ses poupées et s'accrochant à Oncle Effrayant dès qu'elle en avait l'occasion. Damon restait froid et silencieux. Mais Eleanor remarqua comment il s'adoucissait toujours en présence de Ruby, comment il écoutait toujours les histoires bavardes de la petite fille avec une patience qu'Eleanor n'aurait jamais cru qu'il possédait. Tout semblait presque paisible jusqu'à cet après-midi-là. Tommy entra dans le penthouse, le visage pâle, tenant une petite boîte enveloppée de papier noir. « Patron, quelqu'un a envoyé ça, » dit Tommy, la voix tendue. On l'a vérifié. Pas d'explosif, pas de poison. Mais vous devriez voir ça. Damien fronça les sourcils et ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvait une photographie et un petit bout de papier. Dès qu'il vit la photo, ses yeux gris s'assombrirent comme un orage qui se prépare. Eleanor était sur le canapé en train de lire une histoire à Ruby quand elle sentit le changement dans l'air. Elle leva les yeux et vit Damien fixant quelque chose dans ses mains. Sa mâchoire était si serrée que les tendons ressortaient. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Eleanor en posant le livre. Damon ne répondit pas. Il s'approcha et lui tendit la photo. Et le cœur d'Eleanor sembla s'arrêter. C'était une photo d'elle, prise 6 ans plus tôt. Elle était assise à un piano à Juilliard, ses cheveux longs tombants, son sourire éclatant de l'espoir d'une jeune fille qui croyait encore en l'avenir. La photo avait été prise de loin, comme si quelqu'un l'avait observée à son insu. Et au dos, en lettres manuscrites, il était écrit « Elle était si belle ce soir-là. »« Ah, je m'en souviens encore. » Eleanor laissa tomber la photo, ses mains tremblant violemment. « C'est lui, » murmura-t-elle, la voix étranglée. « Il sait que je suis ici. » Ruby regarda sa mère avec des yeux inquiets. « Maman, pourquoi tu trembles? Tu as peur? » Eleanor se força à calmer sa respiration et prit sa fille sur ses genoux. « C'est bon, ma chérie. Maman a juste un peu froid. » Damien s'était déjà détourné. Le téléphone à l'oreille, sa voix glaciale alors qu'il donnait des ordres. « Doublez les gardes. Personne n'entre ou ne sort de cet immeuble sans contrôle. Surveillez chaque caméra dans un rayon de 3 kilomètres et trouvez qui a livré ça. » Les jours suivants, le penthouse devint une forteresse. Des gardes du corps se tenaient à chaque coin. D'autres caméras de sécurité furent installées et Eleanor et Ruby n'eurent pas le droit de sortir de l'appartement une seule fois. Au 3e jour, Eleanor n'en pouvait plus. « Tu ne peux pas nous garder enfermés ici pour toujours. » Elle confronta Damon dans son bureau, les yeux brûlants de fureur. « Ruby a besoin d'air. Elle a besoin de sortir. Elle a besoin de vivre comme une enfant normale, pas comme une prisonnière. »« Vincent Marchetti est là-dehors, » répondit Damien, sa voix impassible. « Il sait que tu es ici. Il attend une ouverture, et je ne lui en donnerai pas. »« Alors combien de temps ?» lança Eleanor. « 1 semaine, 1 mois, 1 an. Je ne peux pas vivre comme ça, Damien. J'ai passé 6 ans à le fuir. Je ne veux pas continuer à fuir à l'intérieur de ma propre maison. »« Ce n'est pas ta maison, » dit froidement Damien. Et au moment où les mots sortirent de sa bouche, il sut qu'il avait dit la mauvaise chose. Eleanor recula, comme si elle avait été giflée. « C'est vrai, dit-elle, la voix amère. C'est ta cage, et nous ne sommes que les oiseaux que tu gardes enfermés pour apaiser ta conscience. » J'ai compris. Elle se tourna et sortit, claquant la porte derrière elle. Damien resta seul dans son bureau et frappa du poing sur le bureau, renversant un verre d'eau qui se brisa en morceaux sur le sol. À ce moment-là, Tommy frappa et entra, son visage encore plus tendu que d'habitude. « Patron, nous avons de mauvaises nouvelles. » Damien leva les yeux, ses yeux injectés de sang. « Vincent a révélé vos origines. Il a dit à toute la pègre que le roi silencieux est en réalité le fils bâtard d'un sénateur. Que vous avez grandi avec l'argent du chantage. Que votre sang n'est pas du sang mafieux. C'est du sang politique dilué. » Damien resta figé, pétrifié. « Certains capots hésitent, » continua Tommy, la voix lourde. « Ils disent que si ce que Vincent dit est vrai, ils ne peuvent pas servir un homme sans lignée claire.
Certains d'entre eux ont déjà commencé à contacter le sud de la ville. L'empire que Damon avait mis 12 ans à construire se fissurait de l'intérieur, et Vincent Marchetti ne faisait que commencer. Tommy resta immobile un instant, puis ajouta, sa voix baissant d'un ton. « Patron, il y a autre chose. J'ai contacté le FBI. » Les yeux de Damon devinrent aussi aiguisés que des lames. « Avant que vous ne disiez quoi que ce soit, écoutez-moi. » Tommy leva une main. « Cette guerre va tout détruire. Pas seulement vous, pas seulement Vincent, mais aussi Eleanor et Ruby. La brigade du crime organisé surveille Vincent depuis des années. Ils ont besoin de quelqu'un à l'intérieur. Je peux leur donner ce dont ils ont besoin pour en finir avec lui sans effusion de sang. » Damian fixa le bras droit le plus loyal qu'il ait jamais eu. L'homme qui était avec lui depuis le début, et il réalisa que Tommy avait raison. L'empire qu'il avait construit avec le sang commençait à s'effondrer, et Vincent ne faisait que commencer. 2 jours après la confrontation avec Eleanor, alors que l'air dans le penthouse était encore si tendu qu'il semblait difficile de respirer, un invité inattendu apparut. Tommy conduisit un homme d'âge mûr dans le bureau de Damon, un homme en costume gris avec des cheveux poivre et sel, et le genre de visage qui semblait habitué aux secrets et aux négociations menées dans l'ombre. Jonathan Pierce, l'avocat de la famille Hartwell. Tommy le présenta, incapable de cacher sa surprise. Il dit que c'est urgent. Damien était assis derrière son bureau, les yeux gris froids comme l'acier alors qu'il étudiait l'étranger. « Je n'ai rien à voir avec la famille Hartwell. » Jonathan Pierce ne s'y a pas sous ce regard. Il prit calmement la chaise en face de Damien, comme si c'était la réunion la plus ordinaire du monde. Le sénateur Richard Hartwell est mourant. Il a un cancer du poumon en phase terminale. Les médecins disent qu'il ne lui reste que quelques jours et il veut voir son fils biologique avant de mourir. Damien ne bougea pas. Ce n'est pas mon père. C'est l'homme qui a abandonné ma mère quand elle avait le plus besoin de lui. Pierce soupira et sortit une épaisse enveloppe de sa mallette. Je comprends votre colère, mais il y a quelque chose que vous devez savoir. Vincent Marchetti a des preuves de vos origines, pas des rumeurs, des documents, des photos, tout ce qu'il faut pour prouver que vous êtes le fils illégitime de Richard Hartwell. Damon resta silencieux, mais ses yeux s'aiguisèrent. Il prévoit de l'utiliser non seulement pour vous détruire dans la pègre, continua Pierce, il prévoit de le rendre public, de faire de vous le centre d'un scandale, d'entraîner la famille Hartwell dans la tempête. Et quand cela arrivera, ce ne sera pas seulement votre empire qui s'effondrera. Eleanor et Ruby seront également entraînés sous les feux des projecteurs. Tout sur son passé sera déterré. Un lourd silence s'installa dans la pièce. Damien savait que Pierce avait raison. Vincent ne voulait pas seulement sa mort. Il voulait une ruine totale. Ne rien laisser derrière lui. Le sénateur peut aider à arrêter ça, dit Pierce. Il a encore de l'influence. Il a encore des gens qui lui sont loyaux. Mais il veut vous voir d'abord, juste une fois. Cet après-midi-là, Damien se tenait devant une chambre d'hôpital au Northwestern Memorial Hospital, où l'odeur de désinfectant se mêlait à l'odeur de la mort qui approchait. Il était resté là pendant 10 minutes sans entrer, ou le poing serré. Finalement, il poussa la porte. Richard Hartwell était allongé dans le lit, si maigre qu'il ressemblait à peine au puissant sénateur qui avait autrefois rendu tout Washington prudent à son égard. La peau ridée collait aux os. Ses yeux étaient enfoncés, mais quand il vit Damien entrer, ses yeux s'illuminèrent d'une lueur de douleur et d'espoir. « Vous êtes venu, » murmura Richard, sa voix faible et rauque. « Merci, mon fils. Je ne suis pas venu pour vous. » Damien s'arrêta à quelques pas du lit, refusant de s'approcher. « Je suis venu pour Eleanor et Ruby. » Richard hocha lentement la tête comme si chaque mouvement lui coûtait. « Je comprends. Je ne mérite rien de votre part. J'ai abandonné votre mère quand elle avait le plus besoin de moi. J'étais un lâche. » Silence. Le vieil homme fixa le plafond, ses yeux s'éteignant. J'aimais Maggie, vraiment. C'était la femme la plus extraordinaire que j'ai jamais rencontrée. Mais ma famille, ma position, et la carrière que j'ai passé toute ma vie à construire. J'ai laissé tout ça me forcer à m'éloigner d'elle. Je pensais choisir ce qui était juste. Mais j'avais tort, j'ai perdu l'amour de ma vie, j'ai perdu mon fils, j'ai perdu la chance d'être un père, et tout ce que j'ai eu en retour, c'est un pouvoir vide. Richard tourna son regard vers Damien, et il y avait des larmes dans ses yeux vieillis. « Ne faites pas mon erreur, Damien. Ne laissez pas le pouvoir prendre ce qui compte le plus. Vous avez une sœur, vous avez une nièce, vous avez une chance que je n'ai jamais eue,
Ne la perdez pas. Damian resta immobile, ne disant rien. Il regarda l'homme mourant sur le lit, l'homme qu'il avait haï pendant des années sans jamais le rencontrer, et il ne savait pas ce qu'il ressentait. La colère était toujours là, mais à côté, il y avait autre chose. Peut-être de la pitié, peut-être du vide. Je ne vous pardonne pas, dit finalement Damon, sa voix froide, ouais, mais plus aussi tranchante qu'auparavant. Mais je vous ai entendu. Il se tourna et sortit, laissant son père biologique seul face aux derniers jours de sa vie. Damien quitta l'hôpital avec plus de questions que de réponses. Mais une chose était claire. Les péchés des pères façonnaient leurs fils. Et maintenant, il était temps de briser ce cycle. Le lendemain, Damien fit quelque chose qu'Eleanor n'aurait jamais attendu. Il lui proposa de l'emmener voir Frank. Eleanor se figea dans le salon en l'entendant dire cela, ne sachant comment réagir. Elle n'avait pas vu son père adoptif depuis près de 2 ans, depuis que la vie dans la rue l'avait entraîné trop loin et qu'elle n'avait plus la force de revenir. « Je ne sais même pas s'il me reconnaîtra, » murmura Eleanor, la voix lourde de culpabilité. « Je l'ai abandonné, Damon. Quand il avait le plus besoin de moi, je ne pouvais pas être là. »« Alors nous y allons maintenant, » répondit Damon, son ton ne laissant aucune place au refus. « Il y a des gens que nous devons tous les deux revoir. » Ruby resta avec Tommy et le frère et la sœur montèrent dans la voiture et se dirigèrent vers l'ouest de Chicago, où les quartiers plus agréables laissaient progressivement place à des blocs vieillissants et à des maisons de retraite oubliées. Sunrise Senior Living se trouvait au bout d'une rue calme, un bâtiment de 3 étages à la peinture écaillée et une pelouse jaunie par la négligence. C'était le genre d'endroit que l'assurance maladie payait pour les personnes âgées qui n'avaient personne, pas d'argent, pas d'avenir. Damon sortit de la voiture, ses yeux gris balayant le bâtiment avec un frisson indéchiffrable. Eleanor marchait à ses côtés, son cœur battant à tout rompre. À l'intérieur, l'odeur de désinfectant bon marché se mêlait à l'odeur de la vieillesse et de la solitude. Des couloirs étroits sous des néons vacillants, des portes fermées de chaque côté, et de temps en temps l'écho d'une toux ou d'un appel auquel personne ne répondait. Eleanor conduisit Damon à la chambre 23, où Frank Corsetti vivait depuis 6 ans. Elle poussa la porte et son cœur se serra. Frank était allongé dans son lit, tout le côté gauche de son corps immobile après l'attaque d'il y a des années. Il était beaucoup plus maigre que la dernière fois qu'Eleanor l'avait vu, la peau tendue sur les os, les cheveux blancs et clairsemés. Mais quand il tourna la tête et les vit debout sur le seuil, ses yeux vieillis s'embrasèrent comme une bougie rallumée après une longue nuit sombre. « Mes enfants !» murmura Frank, sa voix rauque et tendue, la moitié de sa bouche paralysée. « Mes enfants !» Eleanor se précipita vers le lit, tomba à genoux et saisit la main fine de son père adoptif. « Papa, je suis désolée, » pleura-t-elle, les larmes coulant librement. « Je suis désolée de ne pas être venue te voir. Je ne pouvais pas. J'ai tout perdu. Je n'avais pas d'argent. Je n'avais pas de maison. » Frank leva la main qui bougeait encore, tremblante alors qu'elle touchait le visage d'Eleanor. « C'est bon, » dit-il lentement. Chaque mot était un effort. « Je sais. Je suis les nouvelles. Je me suis inquiété pour toi tous les jours. » Puis il regarda Damien, debout au pied du lit, des yeux vieillis rencontrant des yeux gris et froids. Les 2 hommes se regardèrent en silence, 12 ans de distance pesant lourdement entre eux. « Mon fils, » appela Frank, la voix tremblante. « Tu es de retour. » Damien ne répondit pas. Il resta juste là, son visage indéchiffrable. Mais Eleanor vit son poing serré à son côté, sa mâchoire contractée. « Je sais que tu es en colère, » continua Frank, lentement et douloureusement. « Tu en as tout à fait le droit. J'ai fait quelque chose de terrible. J'ai fait chanter ton père biologique pendant des années. Je vous ai menti à tous les deux. Il s'arrêta, haletant d'avoir trop parlé. Eleanor lui porta une tasse d'eau aux lèvres et l'aida à boire de petites gorgées. Quand il reprit son souffle, Frank continua, ses yeux suppliant Damien. « Mais tu dois comprendre, je n'avais pas le choix. Après la mort de ta mère, j'étais juste un vieil homme avec un salaire misérable et 2 enfants à élever. Je savais qui était Richard Hartwell. Je savais qu'il pouvait payer. Je l'ai fait chanter par désespoir, pas par cupidité. Chaque dollar que j'ai pris a servi à vous nourrir, à vous garder à l'école, à acheter des médicaments quand vous étiez malade. Je n'ai rien gardé pour moi. » Le silence emplit la petite pièce sous la faible lumière jaune.
Eleanor leva les yeux vers son frère, attendant sa réaction. Damon ne bougeait toujours pas, mais elle vit quelque chose changer dans ses yeux, la couche de glace commençant à fondre. Papa a eu tort. Eleanor prit la parole, sa voix douce mais ferme. Personne ne le nie. Mais il nous a aussi élevés quand personne d'autre ne le voulait. Il est resté quand le père biologique de Damon a fui. Il nous a donné un foyer, même si ce foyer était construit sur quelque chose de pourri. Frank pleura, des larmes glissant sur ses joues ridées. Je suis désolé, mes enfants. Damien s'avança finalement vers le lit. Le vieil homme leva les yeux vers son fils adoptif, la peur et l'espoir tremblant dans son regard. Ce qui est fait, dit Damien. Et sa voix basse et lente. Tu as mal agi et ça ne peut pas être changé. Mais tu étais là quand personne d'autre ne l'était. Tu m'as appris à faire mes lacets. Tu m'as appris le baseball. Tu es resté à mon chevet quand j'étais malade. Tu es mon père, même si nous ne partageons pas le même sang. Et maintenant, on ne regarde plus en arrière. On regarde vers l'avant. Frank tendit sa main tremblante, et Damien la prit. Le vieil homme éclata en sanglots. Les pleurs étouffés de quelqu'un qui avait attendu trop longtemps le pardon. Eleanor se tenait à côté d'eux, des larmes coulant en silence, regardant les deux hommes qu'elle aimait le plus au monde se retrouver enfin. 3 générations d'hommes brisés, 3 générations de mauvais choix. Mais peut-être que pour la première fois, c'était une chance de briser le cycle. 3 jours après la visite à Frank, tout s'effondra. Ce matin-là commença comme n'importe quel autre. Ruby se réveilla tôt, pleine d'excitation parce que Tommy avait promis de l'emmener à Grant Park pour voir les canards nager dans l'étang. Eleanor était encore hésitante, inquiète pour la sécurité de sa fille. Mais Damon lui assura que ses 2 meilleurs gardes du corps les accompagneraient et que Ruby avait besoin de vivre comme une enfant normale au lieu d'être enfermée dans le penthouse. « Maman, je promets que je serai sage. » Ruby serra fort son ours en peluche, ses grands yeux ronds suppliant sa mère. « Je ne m'enfuirai pas. J'écouterai oncle Tommy. S'il te plaît, maman. » Eleanor ne put refuser ce regard. Elle se pencha et embrassa le front de sa fille, son cœur se serrant avec un vague pressentiment qu'elle ne pouvait pas nommer. « Tiens bien la main d'oncle Tommy. D'accord? Ne pars pas avec des inconnus. »« Oui, madame. » Ruby piailla de joie et courut vers la porte, son ours en peluche rebondissant à chaque pas. Eddie Eleanor resta près de la fenêtre et regarda le SUV noir emmener sa fille jusqu'à ce qu'il disparaisse derrière les gratte-ciel, ne sachant pas que ce serait la dernière image paisible qu'elle aurait pendant longtemps. 2 heures plus tard, le téléphone de Damon sonna. Il regarda l'écran, un numéro inconnu. Normalement, il n'aurait jamais répondu à un appel d'un numéro qu'il ne reconnaissait pas, mais quelque chose le poussa à décrocher. Corsetti, sa voix était froide comme toujours. La voix à l'autre bout du fil glaça le sang dans les veines de Damien. « Bonjour, roi silencieux. » « Ça fait un bail. » Vincent Marchetti. La main de Damon se serra si fort autour du téléphone que le boîtier craqua. « Avant que tu ne dises quoi que ce soit, écoute ça. » Une pause, puis les pleurs d'un enfant retentirent dans le haut-parleur. « Oncle effrayant, aide-moi. » La voix terrifiée de Ruby frappa Damien comme la foudre. Il se leva d'un bond, la chaise dérapant en arrière, ses yeux gris brûlants de haine. « Je vais te tuer, » rugit Damien, sa voix n'étant plus humaine. « Je vais te dépecer, morceau par morceau. » Le rire froid de Vincent résonna à son oreille. « Doucement, mon ami. La petite est encore intacte pour l'instant. Quel le reste dépend de toi. »« Qu'est-ce que tu veux? »« Tout, » répondit Vincent, doucement, comme s'il savourait chaque seconde. « Tout le territoire du Nord, chaque entreprise, tout ce que tu as construit. » Et tu viens à l'entrepôt 7 dans le sud de la ville, seul. Pas d'armes, pas d'hommes. Si je vois l'ombre de quelqu'un d'autre, la petite se prend une balle dans la tête. Tu as 2 heures. Avant que Damien ne puisse dire un mot de plus, Vincent le coupa. Oh, et une dernière chose. Je sais que la petite pourrait être la mienne. Mon sang, ironique, n'est-ce pas? Mais tu sais quoi? Je m'en fiche. Elle n'est qu'un outil pour te détruire, et je vais savourer chaque seconde de te voir t'effondrer. La ligne se coupa. Damien resta au milieu de son bureau, tout son corps tremblant de rage contenue. À ce moment précis, Eleanor entra en courant, le visage blanc comme un cadavre. Elle avait entendu la fin de l'appel. « Ma fille » murmura-t-elle, puis elle hurla comme un animal blessé. « Ma fille, Ruby. »
Elle s'effondra sur le sol, hurlant, frappant le sol jusqu'à ce que ses jointures saignent. 6 ans à protéger son enfant dans la rue. 6 ans à avoir faim pour que Ruby puisse manger. 6 ans à vivre dans la peur, mais sans jamais laisser Vincent les trouver. Et maintenant qu'elle pensait qu'elles étaient en sécurité, qu'elle avait commencé à croire en l'espoir, tout s'était brisé. Damon se laissa tomber à genoux à côté de sa sœur et lui saisit les épaules. « Je ramènerai Ruby, je le jure. Fais quelque chose, hurla Eleanor, s'agrippant à sa chemise, les yeux fous de douleur. Fais n'importe quoi. Sauve mon enfant. Elle est tout ce que j'ai. Damien se leva, ses yeux gris n'étant plus froids, mais brûlants de décision. Il appela Tommy et lui donna un ordre bref. Contacte le FBI maintenant. Le plan commence plus tôt que prévu. Puis, il attrapa son manteau et se dirigea vers la porte. Eleanor courut après lui et lui saisit la main. C'était la première fois qu'elle le touchait depuis le jour de leur retrouvaille. Sa main était glaciale et tremblante, mais elle s'y accrocha comme si elle ne pouvait pas le lâcher. « Tu dois revenir, dit Eleanor, et sa voix se brisant, mais ses yeux fixés sur les siens. Tu m'entends? Tu me dois toute une vie pour réparer ça. Tu n'as pas le droit de mourir avant d'avoir payé ta dette. » Damien regarda sa sœur et vit que ses yeux n'exprimaient plus seulement la haine. Il y avait aussi de la peur de le perdre une deuxième fois. « Je reviendrai, dit-il, sa voix basse et certaine, et je ramènerai Ruby à la maison. Je le promets. » Puis il sortit, se dirigeant vers la voiture qui l'attendait. Damien partit en sachant qu'il pourrait ne pas revenir. Mais pour la première fois en 12 ans, il marchait vers sa famille, pas en la fuyant. La nuit tomba sur le sud de la ville comme un linceul drapé sur des rues délabrées. L'entrepôt numéro 7 se trouvait au bout d'un pâté de maisons abandonnées, enveloppé dans l'obscurité et l'odeur de la rouille. Damon se gara à un pâté de maisons et sortit seul, comme il l'avait promis. Pas d'arme à la main, pas de garde du corps derrière lui, mais seulement un manteau noir et des yeux gris froids comme la glace dans la nuit d'hiver. Il savait que Tommy avait positionné le FBI autour de la zone. Il savait que le plan était en place, mais s'il y avait la moindre erreur, Ruby en paierait le prix. Quand Damien entra dans l'entrepôt, l'odeur de vieille huile de machine et de poussière le frappa. La faible lumière jaune de quelques ampoules vacillantes au plafond éclairait un vaste espace rempli de caisses rouillées et d'équipements abandonnés. Et au centre, sur une vieille chaise en bois, Ruby était assise, les mains et les pieds liés, du ruban adhésif sur la bouche. Ses yeux étaient rouges et terrifiés. Mais quand elle vit Damien, ils s'illuminèrent d'espoir. Elle essaya de crier à travers le ruban adhésif, mais seuls des sons étouffés sortirent. Pile à l'heure, la voix de Vincent sortit de l'ombre. Il s'avança, flanqué de 4 hommes armés. Vincent Marchetti ressemblait à un homme d'affaires prospère dans un costume gris coûteux, les cheveux parfaitement plaqués en arrière, mais ses yeux noirs brûlaient de la lueur d'un fou. « Je pensais que tu tenterais quelque chose, » rit Vincent, s'approchant de Ruby et posant une main sur sa tête, faisant reculer l'enfant. « Mais tu es vraiment venu seul. La famille rend les gens stupides, n'est-ce pas? »« Laisse-la partir, » dit Damien, sa voix si calme qu'elle en était terrifiante. « Tu veux quelque chose? Je te le donnerai. Mais d'abord, laisse-la partir. » Vincent inclina la tête, le sourire sur ses lèvres s'élargissant. « Tu sais, Corsetti, c'est le moment que j'attends depuis toutes ces années, voir le roi silencieux s'agenouiller pour une petite et une fille des rues. » Damien ne bougea pas, il ne réagit pas. Même si les mots de Vincent coulaient comme de l'acide dans une plaie ouverte, il avait appris à maîtriser ses émotions dans la pègre. Et maintenant, il utilisait chaque parcelle de ce contrôle pour s'empêcher de bondir et de broyer la gorge de cet homme. « Elle avait 18 ans quand tu l'as approchée, » dit lentement Damien. 18 ans. Elle avait perdu sa mère, perdu son frère. Elle n'avait plus rien. Et qu'as-tu fait? Vincent rejeta la tête en arrière et rit, le son résonnant dans l'entrepôt. Je lui ai appris une leçon sur la vraie vie. Elle était belle, tu sais, naïve, facile à tromper. Je lui ai promis des choses. Je l'ai attirée et quand je me suis lassé, je l'ai jetée comme un déchet. Il se pencha vers Damien, baissant la voix. Elle a pleuré et a dit qu'elle était enceinte. Tu peux le croire? Je lui ai dit de disparaître de ma vue et de s'occuper de ce qu'elle avait dans le ventre avant que je ne perde patience. Je pensais qu'elle avait écouté. Il s'avère que cette petite peste est quand même née.
Il regarda Ruby avec une froide indifférence. Peut-être qu'elle est à moi, peut-être pas. Mais je m'en fiche. Elle n'est qu'un outil pour te détruire. Damien prit une lente inspiration. Oh, chaque muscle de son corps était tendu comme un fil. Il voulait tuer Vincent. Il voulait lui broyer la gorge à main nue. Il voulait l'entendre supplier, mais il pensa à Ruby qui le regardait avec espoir. Il pensa à Eleanor qui attendait à la maison. Il pensa au dernier message de sa mère. « Maman te pardonne. Les documents de transfert pour le territoire et les entreprises sont dans ma poche, » dit Damon. « Laisse partir la petite d'abord et je signerai. » Vincent fit signe à l'un de ses hommes de détacher Ruby. Dès qu'elle fut libre, elle courut droit vers Damien, s'agrippa à sa jambe et sanglota bruyamment. Damien s'accroupit et retira doucement le ruban adhésif de la bouche de sa nièce. Oncle effrayant. Ruby hoqueta à travers ses larmes. « J'ai eu si peur. C'est fini maintenant. » murmura Damien, sa voix plus douce que jamais. Oncle Tommy est près de la porte de derrière. Cours le rejoindre tout de suite. Ruby hocha la tête et courut vers la sortie arrière. Quelques secondes plus tard, la silhouette de Tommy apparut, la prit dans ses bras et disparut dans l'obscurité. « Maintenant, signe, » ordonna Vincent, faisant signe à ses hommes de baisser leurs armes. Damon sortit les documents et s'approcha. Mais au lieu de les lui tendre, il sortit un pistolet caché dans la doublure de son manteau et le pointa droit sur le visage de Vincent. Les hommes de Vincent levèrent instantanément leurs armes. Mais Vincent leva une main, leur faisant signe de s'arrêter, son sourire toujours en place. « Qu'est-ce que tu vas faire, Cursetich? Me tirer dessus devant mes hommes. Tu ne sortiras pas d'ici vivant. » Damien tint le pistolet fermement, son doigt sur la détente. Il pouvait appuyer maintenant et tout finir. Vincent mourrait et Damon mourrait aussi. Mais au moins, l'homme qui avait fait du mal à sa sœur payerait. Puis, il pensa à Eleanor qui attendait à la maison, à Ruby tout juste sorti de l'enfer, à la promesse qu'il avait faite, qu'il reviendrait. Et il pensa à sa mère, à la dernière chose qu'elle avait dite à Eleanor, qu'elle lui pardonnait. Damien baissa son arme. « Tu ne vaux pas la peine que je me salisse les mains, » dit-il, sa voix froide comme la glace. « Tu pourriras en prison. » Vincent rit bruyamment. « En prison? Tu crois que quelqu'un peut m'enfermer? » À ce moment-là, les portes de l'entrepôt s'ouvrirent en grand. FBI, personne ne bouge. Des dizaines d'agents se déversèrent à l'intérieur. Des lampes de poche et des armes pointées dans toutes les directions. Les hommes de Vincent laissèrent tomber leurs armes et se rendirent en voyant qu'ils étaient complètement dépassés. Vincent resta figé, son visage se tordant de rage en réalisant qu'il avait été joué. « Toi, cria-t-il à Damien, tu as trahi le milieu. Tu as fait venir le FBI ici. » Damien ne bougea pas. Il regarda son ennemi se faire menotter sans rien dire. Tommy entra et fit un signe de tête à l'agent principal. Il avait donné au FBI suffisamment de preuves des crimes de Vincent au cours des dernières semaines. Assez pour le mettre en prison à vie. « Je te tuerai », hurla Vincent alors qu'on l'emmenait. « Je tuerai toute ta famille. Tu m'entends, Corsetti? » Mais Damien n'entendait plus rien. Il resta là, regardant l'homme qui avait ruiné la vie de sa sœur être emmené menotté, et il ne ressentit pas la satisfaction qu'il avait imaginée. Et seulement du vide et un mince fil de soulagement. Le roi silencieux choisit le silence une dernière fois. Non pas pour tuer, mais pour laisser la justice parler à sa place. L'hôpital Northwestern Memorial brillait au milieu de la nuit lorsque le SUV noir s'arrêta devant l'entrée des urgences. Tommy porta Ruby à l'intérieur en courant. La petite fille était déjà endormie d'épuisement après les heures terrifiantes de son enlèvement. Damon suivit, son manteau encore poussiéreux de l'entrepôt, ses yeux gris lourds de fatigue. Eleanor attendait dans le hall, le visage blême et les yeux gonflés de larmes. Dès qu'elle vit Tommy entrer avec sa fille, elle se jeta en avant comme si elle avait perdu la raison. « Ruby, mon bébé !» cria-t-elle, sa main tremblante touchant la joue de l'enfant endormi. Les yeux de Ruby s'ouvrirent, son grand regard rond se fixant sur sa mère pendant une seconde, comme si elle ne pouvait pas croire ce qu'elle voyait. Et puis elle éclata en sanglots. « Maman !» Ah, gémit Ruby, ses petits bras se refermant autour du cou d'Eleanor. « Maman, j'ai eu si peur. Un méchant monsieur m'a emmené. Il m'a menacé. Je t'ai appelé et tu ne m'as pas entendu. » Tommy posa Ruby pour que la mère et la fille puissent se serrer dans les bras.
Eleanor tomba à genoux sur le sol froid de l'hôpital, serrant son enfant comme si elle avait peur que quelqu'un la lui arrache à nouveau. Elle pleurait sans un bruit, ses larmes trempant la petite blouse d'hôpital sur son épaule. « Maman est là, » murmura Eleanor à travers des respirations saccadées. « Personne ne t'emmènera plus. Maman ne laissera plus jamais personne te faire de mal. » Damon se tenait à quelques pas, le dos contre le mur, les regardant se retrouver. Il voulait s'approcher, les prendre dans ses bras, mais ses pieds semblaient cloués au sol. Il ne savait pas quel droit il avait d'être là. Il ne savait pas si Eleanor voulait même de lui dans ce moment sacré. Un médecin arriva et emmena Ruby pour un examen. Eleanor l'accompagne, serrant la main de sa fille et refusant de la lâcher. Damon s'affaissa sur une chaise dans le couloir vide, la tête baissée, les mains jointes. 1 heure plus tard, Eleanor sortit de la salle d'examen avec Ruby dans ses bras. L'enfant avait été lavé, vêtue d'une tenue d'hôpital trop grande, et elle mâchait un bonbon qu'une infirmière lui avait donné. Le médecin dit qu'elle est juste en léger état de choc et qu'elle a quelques bleus. Rien de grave, dit Eleanor à Damon, aussi sa voix encore rauque d'avoir pleuré. Et elle se tenait à quelques pas de lui, une distance qu'aucun d'eux ne savait s'il fallait combler ou maintenir. Ruby aperçut Damon sur la chaise et ses yeux s'illuminèrent. « Oncle Damien !» Elle se dégagea des bras de sa mère et courut droit vers lui. « Tu m'as sauvé. Tu es venu et je n'ai plus eu peur. » Damon regarda sa nièce et sa gorge se serra. « Tu vas bien? » demanda-t-il, la voix rauque. « Je vais bien, » dit Ruby. Puis elle se tourna soudainement pour regarder sa mère, puis de nouveau Damien. « Oncle Damien, pourquoi tu es assis tout seul? Viens ici et fais-nous un câlin, à maman et à moi. » Elle attrapa la main de Damon et tira. Damon leva les yeux, son regard croisant celui d'Eleanor. Elle se tenait là, ses yeux bruns toujours rouges et humides, et il ne pouvait pas deviner ce qu'elle pensait. Puis Eleanor hocha doucement de la tête, juste un petit signe, mais c'était tout ce dont Damon avait besoin. Il se leva et s'approcha. Ruby tenait les mains des 2 adultes et les tira l'un vers l'autre. « Un câlin », ordonna-t-elle de cette voix claire et innocente d'enfant, comme dans les films que maman me laisse regarder. Et pour la première fois en plus de 12 ans, ils se prirent tous les 3 dans les bras comme une famille. Ruby au milieu, ses petits bras autour de sa mère et de son oncle, Eleanor et Damien de chaque côté, ne disant rien, laissant le moment exister. Ce n'était pas un pardon total. Pas encore, mais c'était un début. Dans les semaines qui suivirent, tout changea rapidement. Damien passa des nuits entières dans son bureau, signant des papiers, rencontrant des avocats, assistant à des réunions avec des partenaires. Il vendit les entreprises liées à la pègre, ferma les opérations illégales, coupa les ponts avec les capos qui le servaient autrefois. Le roi silencieux disparut comme s'il n'avait jamais existé. Seul Damon Corsetti resta, un homme d'affaires avec des sociétés immobilières et de restauration légale, beaucoup plus petites que l'ancien empire souterrain, mais propre et respectable. Tommy resta à ses côtés, désormais directeur de la sécurité de Corsetti Holdings, au lieu d'être le bras droit d'un chef mafieux. 1 mois après l'arrestation de Vincent, Damon emmena Eleanor et Ruby voir un petit appartement à Lincoln Park. Pas un penthouse somptueux perché au-dessus de Chicago, ou juste un 2 pièces au 3e étage d'un vieil immeuble magnifiquement rénové, avec des fenêtres donnant sur un parc et le soleil entrant chaque matin. « Tu n'as pas à faire ça, » dit Eleanor, debout dans ce salon vide. « Je peux prendre soin de moi. »« Je sais, » répondit Damon. « Mais je veux le faire. Et ce n'est pas de l'argent sale, Eleanor. C'est de l'argent de ce qui me restait après avoir tout nettoyé. Si tu ne veux pas le prendre, je comprends. Mais pense à Ruby. » Eleanor allait refuser. Elle allait dire qu'elle avait survécu 6 ans sans personne, qu'elle allait garder le dernier morceau de fierté qui lui restait. Mais Ruby avait déjà couru dans la plus petite chambre et poussé un cri de joie. « Maman, cette chambre a une fenêtre. Je peux voir des arbres. Et il y a une place pour mon ours en peluche aussi. » Eleanor regarda sa fille, la joie simple et éclatante, dans les yeux d'une enfant, et elle sut qu'elle ne pouvait pas dire non. « Maman, j'aime avoir ma propre chambre. » Ruby accourut, attrapa la main d'Eleanor et leva les yeux avec un regard suppliant. « Je promets que je serai sage. Je nettoierai ma chambre tous les jours. »« S'il te plaît, maman. » Eleanor regarda Damon, puis de nouveau Ruby. « D'accord, dit-elle, sa voix douce comme un souffle. Nous vivrons ici. »
Ruby piailla et jeta ses bras autour de sa mère. Damien se tenait sur le seuil et pour la première fois depuis des années, un léger sourire effleura ses lèvres. Pas le sourire d'un homme qui avait gagné, juste le sourire de quelqu'un qui avait enfin trouvé le chemin de la maison. Ce n'était pas le pardon. Pas encore, mais c'était un début. Une semaine après qu'Eleanor et Ruby aient emménagé dans le nouvel appartement de Lincoln Park, Damon fit la seule chose qu'il avait repoussée depuis trop longtemps. Il se rendit à Sunrise Senior Living où Frank était toujours allongé dans cette petite chambre sous une faible lumière jaune et l'odeur de désinfectant bon marché. Mais cette fois, il ne venait pas pour une visite. Il venait pour sortir son père adoptif. Frank ne comprit pas ce qui se passait lorsque deux hommes en uniforme médical firent rouler un brancard dans la pièce. « Qu'est-ce que vous faites ?» demanda-t-il à Damon, sa voix rauque et anxieuse. « On te déplace ailleurs », répondit brièvement Damon. « Quelque part de mieux. » Le nouvel établissement de soins se trouvait dans la banlieue nord de Chicago, où un bâtiment propre avec des jardins verdoyants et un personnel infirmier professionnel. La chambre de Frank était 2 fois plus grande que l'ancienne, avec une grande fenêtre donnant sur une rangée d'érables, et surtout un programme de physiothérapie quotidien pour l'aider à retrouver une partie de ce que l'attaque lui avait volé. « Où as-tu trouvé l'argent ?» demanda Frank alors qu'on l'installait dans le nouveau lit, ses yeux vieillis balayant la pièce lumineuse avec incrédulité. « Je ne veux pas que tu dépenses de l'argent pour moi. Je t'ai dit que ce qui est fait est fait. » Damon tira une chaise à côté du lit. « Laisse-moi m'en occuper. » Ruby rendait visite à Frank tous les week-ends. Elle l'appela Papi Frank dès la première rencontre, et le vieil homme avait pleuré en entendant ce mot. Chaque fois qu'elle venait, Ruby apportait un livre et s'asseyait à côté de lui, lisant à voix haute, sa voix claire prononçant chaque mot lentement. Frank restait là à écouter, les yeux embués de larmes de joie, sa seule main valide tenant doucement celle de sa petite fille. Il n'aurait jamais imaginé que la fin de sa vie contiendrait encore des moments comme celui-ci. 2 semaines après le déménagement de Frank, Damon reçut un appel du Northwestern Memorial Hospital. Le sénateur Richard Hartwell était tombé dans le coma et le médecin disait qu'il ne lui restait que quelques heures. Damon resta assis dans son bureau, fixant le téléphone. Son écran s'était éteint. Il ne devait rien à cet homme. Richard Hartwell avait abandonné sa mère, l'avait laissé grandir sans jamais savoir qui était son père biologique, avait choisi le pouvoir et la réputation plutôt que la famille. Damien pouvait rester à l'écart et personne n'avait le droit de le blâmer. Mais il se souvint de ce que Richard avait dit la dernière fois. « Ne fais pas mon erreur, ne laisse pas le pouvoir prendre ce qui compte le plus. » Et il pensa à lui-même 12 ans plus tôt, quand il avait aussi choisi de fuir au lieu d'affronter ce qu'il avait fait. Damien se rendit à l'hôpital dans la nuit pluvieuse. Quand il entra dans la chambre, Richard était allongé là, son corps aussi mince qu'un squelette recouvert de peau, des fils et des tubes reliés à des machines qui bipaient à un rythme régulier. Le vieil homme ouvrit les yeux au son des pas, et dans ses yeux troubles, Damon vit une petite lueur. « Mon fils, » murmura Richard, et sa voix si faible qu'elle était presque silencieuse. « Vous êtes venu. » Damon tira une chaise près du lit et s'assit sans parler. « Merci, » dit Richard, chaque mot un dernier effort. « Merci d'être venu. Je ne le mérite pas. » Le vieil homme tendit une main, tremblante et frêle. Damon fixa cette main pendant un long moment, puis la prit lentement. Richard ne dit rien d'autre. Il tint seulement la main de son fils et ferma les yeux. Les machines continuaient de biper dans la pièce silencieuse. Damon resta assis là pendant 3 heures, tenant la main d'un père biologique qu'il n'avait jamais vraiment connu. Il ne parla pas de pardon. Il n'offrit aucun réconfort. Il resta simplement pour que l'homme mourant sache qu'il ne mourrait pas seul. Lorsque la ligne sur le moniteur s'aplatit en une ligne droite et qu'un long bip retentit pour marquer la fin, Damon ne bougea toujours pas. Il regarda le visage immobile de Richard, l'homme qui avait été un fantôme hantant toute sa vie et qui n'était maintenant qu'un corps vide. « Tu as eu tort », murmura Damon au cadavre qui se refroidissait. « Mais j'ai eu tort aussi. Au moins, maintenant, tu peux reposer en paix. » Il lâcha la main de Richard, se leva et sortit de la chambre. Dehors, la pluie avait cessé. Damon se tenait à l'entrée de l'hôpital et leva la tête vers le ciel de Chicago. Les nuages s'éclaircissaient et quelques étoiles lointaines commençaient à apparaître. 2 pères, l'un qui est resté et a péché, l'un qui a péché et est parti, et un fils apprenant que le pardon n'est pas pour eux, c'est pour se libérer soi-même.
3 mois après la mort de Richard Hartwell, la vie avait commencé à retrouver son rythme normal. Eleanor et Ruby s'étaient habitués au petit appartement de Lincoln Park, à la lumière du soleil matinal qui filtrait par les fenêtres, au chant des oiseaux dans les érables dehors. Ruby avait repris l'école, et rentrant chaque jour avec des histoires bavardes sur de nouveaux amis et des leçons intéressantes. Et Eleanor, petit à petit, retrouvait l'étincelle que 6 ans dans la rue lui avaient volée. Un soir de début d'automne, Eleanor se tenait en coulisses d'un petit club de jazz appelé les Blue Notes à Lincoln Park. Son cœur battait la chamade comme la première fois qu'elle était montée sur une scène à Juilliard des années auparavant. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, elle n'était pas la jeune fille de 18 ans pleine d'espoir et de rêves. Elle était une femme de 27 ans qui avait survécu à l'enfer, qui avait tout perdu et qui se reconstruisait à partir des cendres, un pas prudent à la fois. Le propriétaire, un homme d'âge mûr nommé Marcus, était venu la trouver 2 semaines plus tôt. Il lui avait dit qu'il l'avait entendue chanter sur Michigan Avenue des mois auparavant, avant que la vidéo virale ne bouleverse sa vie. Il avait dit que sa voix l'avait hantée et qu'il la cherchait depuis. Maintenant qu'il savait qu'elle était stable, il voulait l'inviter à se produire dans son club. Pas à chanter dans la rue, mais à chanter pour de vrai, avec un micro, une scène et un public venu pour écouter. Eleanor regarda la petite salle, environ 40 personnes assises dans la pénombre, et au premier rang, Ruby était assise, ses jambes se balançant car ses pieds ne touchaient pas le sol, et son vieil ours en peluche posé sur ses genoux. L'enfant leva les yeux vers la scène avec une fierté éclatante et fit un signe de la main quand elle vit sa mère baisser les yeux. Les lumières s'éteignirent et Eleanor entra. Elle portait une simple robe noire que Damon lui avait achetée, ses cheveux lâchés sur ses épaules et sur ses lèvres, le léger sourire de quelqu'un qui s'était retrouvé. Elle s'assit au vieux piano du club et ses doigts touchant les touches avec la tendresse de quelqu'un qui retrouve un vieil ami après des années de séparation. Puis elle commença à chanter. C'était la berceuse que sa mère lui avait apprise, celle que Damien avait entendue sur Michigan Avenue ce jour fatidique. Mais Eleanor l'avait réarrangée en jazz, lent et profond, chaque note tombant comme une larme dans un étang calme. Sa voix n'était pas brisée comme elle l'avait été sur un trottoir froid. Sa voix était claire et forte, remplissant le petit espace de la puissance de quelqu'un qui avait traversé les ténèbres et trouvé la lumière. Dans le coin arrière de la salle, Damon était appuyé contre le mur, arrivé en retard à cause d'une réunion qui s'était prolongée, mais refusant de manquer ça. Il regarda sa sœur sur scène, entendit cette berceuse familière portée par sa voix, et sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. C'était l'Eleanor dont il se souvenait, talentueuse et radieuse. Eleanor qui avait été blessée par le monde et par lui, et qui réussissait quand même à se relever. Quand la chanson se termina, le club de jazz éclata en applaudissements. Ruby sauta de son siège et applaudit au-dessus de sa tête avec tout l'enthousiasme d'une enfant de 6 ans, criant « Maman, c'était trop bien! Chantons une autre, maman! » Eleanor rit, ses yeux brillants sous les lumières de la scène, puis elle balaya la foule du regard, cherchant. Son regard s'arrêta dans le coin arrière où se tenait Damon. Le frère et la sœur se regardèrent à travers une salle bondée d'inconnus. Eleanor fit un petit signe de tête. Damon leva une main en signe de salut, un bref sourire traversant sa bouche. C'était tout, mais ça disait tout ce qui devait être dit. Après le spectacle, quand le public fut parti et que le club eut fermé, Damon ramena Eleanor et Ruby à l'appartement de Lincoln Park. Ruby somnolait contre l'épaule de sa mère dans la voiture, ou fatiguée mais heureuse après une soirée excitante. Damon porta sa nièce à l'étage, la coucha dans son lit et tira la couverture sur elle. Oncle effrayant, les yeux de Ruby s'ouvrirent, sa voix endormie et douce. « Est-ce que ma maman chante bien? »« Ta maman chante mieux que n'importe qui au monde, » murmura Damon, se penchant pour l'embrasser sur le front. « Dors bien, petite princesse. » Ruby sourit et se rendormit. Damien se leva et sortit sur le balcon où Eleanor attendait avec 2 tasses de thé chaud. Chicago scintillait devant eux. Les gratte-ciels brillaient comme des milliers d'étoiles tombées sur la terre. Le vent frais d'automne soufflait, transportant l'odeur des feuilles sèches et du café montant des cafés en bas. Eleanor tendit une tasse de thé à Damien, puis s'appuya sur la balustrade et regarda la ville. Ils restèrent tous les deux en silence pendant un long moment, le silence confortable de personnes qui n'ont pas besoin de mots pour se comprendre. « Tu sais,
Eleanor parla enfin, sa voix légère comme le vent. Quand on était enfant, je pensais que tu étais un super-héros. Je pensais que tu grandirais, que tu conquérais le monde, puis que tu reviendrais et que tu nous sortirais tous de cette maison en ruine. Elle marqua une pause et but une gorgée de thé. Puis tu as disparu. Et j'ai pensé que tu étais un monstre. L'homme qui a abandonné sa famille. L'homme qui a laissé maman mourir seule. L'homme qui m'a indirectement poussé dans les mains de Vincent. Je te détestais, Damien. Je te détestais jusqu'à la moelle. Damon ne parla pas. Il resta juste là à écouter, encaissant chaque mot comme une coupure de couteau qu'il méritait. Mais maintenant, Eleanor se tourna vers lui, ses yeux bruns n'étant plus glaciaux comme le jour de leur retrouvaille. Maintenant, je comprends que tu n'es pas le super-héros que j'imaginais. Et tu n'es pas un monstre non plus. Tu es juste mon frère, un homme qui a fait de terribles erreurs et qui essaie de les réparer. Damon posa son thé sur la balustrade et se tourna pour lui faire face. « Peux-tu me pardonner ?» demanda-t-il, sa voix basse et tremblante. La question qu'il voulait poser depuis des mois, mais n'avait pas osé. Eleanor resta silencieuse pendant un long moment, regardant la ville vivante sous eux. « Je ne sais pas, » répondit-elle enfin, honnêtement. « Peut-être que je ne te pardonnerai jamais complètement. 12 ans, Damien. Ce que nous avons perdu ne peut pas être récupéré. » Elle le regarda. « Mais je suis prête à essayer. » Damon regarda sa sœur et quelque chose brilla dans ses yeux. Pas des larmes, juste une sorte d'espoir qu'il pensait ne plus jamais avoir le droit de ressentir. À ce moment-là, la voix de Ruby s'éleva de la chambre, endormie et inquiète. « Maman, oncle Damien, vous êtes toujours là? » Eleanor et Damon se regardèrent, puis ils éclatèrent toutes les deux d'un rire silencieux, le premier vrai rire partagé entre eux. « On est là, » répondit Damon. « On est là, ma chérie, » fit écho Eleanor, sa voix chaleureuse. Et ça, après tout, c'était ce qui comptait le plus. Pas l'empire qui s'était effondré, pas le pouvoir qui avait disparu, pas l'argent ou la gloire, juste un frère et une sœur debout sur le petit balcon d'un appartement ordinaire, avec du thé refroidi et des cicatrices pas entièrement guéries. Ils avaient choisi de rester. Ils avaient choisi, après toute la douleur et malgré chaque erreur, d'être une famille. L'histoire de Damien et Eleanor nous laisse probablement beaucoup à réfléchir. C'est une histoire sur des erreurs qui ne peuvent pas être réparées, des blessures qui semblent ne jamais guérir. Mais c'est aussi une histoire sur le courage d'affronter le passé et la force de recommencer. La famille peut nous blesser plus que quiconque. Mais la famille peut aussi guérir les blessures les plus profondes. Le pardon ne signifie pas oublier ou accepter ce qui s'est passé. Le pardon signifie se permettre d'être libre, d'avancer, de vivre sans porter le poids de la haine. Et parfois, ce qui compte le plus, ce n'est pas qui avait raison ou qui avait tort, mais qui est encore là, toujours prêt à essayer. Si cette histoire vous a touché, si vous vous êtes reconnu ou avez reconnu un proche dans ces personnages, partagez-le avec nous dans les commentaires. Avez-vous déjà dû pardonner à quelqu'un qui vous a fait du mal? Quelqu'un vous a-t-il déjà donné une seconde chance? Nous aimerions vraiment connaître votre histoire, entendre ce que vous ressentez au plus profond de votre cœur. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à la partager avec ceux qui, selon vous, ont besoin d'entendre cette histoire. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, abonnez-vous et activez les notifications. Ainsi, vous ne manquerez aucune des histoires émouvantes que nous vous proposons chaque jour. Merci d'avoir été là, merci pour votre écoute et de nous avoir accompagnés dans ce voyage plein d'émotions. Nous vous souhaitons, ainsi qu'à vos proches, une bonne santé, une vie joyeuse, la paix et le bonheur au quotidien. Au revoir et à la prochaine vidéo.